t'as sûrement vu passer cette vidéo. Je suis avec une amie qui est méga belle. Et le mec, le videur, il nous regarde comme ça, il fait elle rentre pas. Je fais pourquoi? Il regarde les chaussures, il fait ouais, elle a des sneakers. C'est la meuf, elle est mannequin, elle est magnifique, elle rentre. Elle est mieux que 95% des gens qui avancent ça. Tu vas pas me dire elle rentre pas. Le mec il dit tu crois que c'est toi le patron? C'est moi qui décide qui rentre ou pas. Ah ouais? Appelle le directeur. Le directeur il vient en courant. Il fait oui monsieur Amar, je suis désolé. Je fais lui là, dehors. Mec qu'est-ce que t'en fais? Prends tes affaires, dehors. Aujourd'hui Oussama, c'est un peu en train de devenir Serge Mito. Alors c'est cool, ça fait marrer les TikTokers, mais c'est pas le sujet de cette chaîne. Chaîne qui contient pas moins de 0 vidéos. Donc qu'est-ce que c'est cette chaîne? Tout simplement, je reprends mon expérience que j'ai pu avoir avec Drakkar et la 50aine de startups qu'on a accompagnées quand j'ai été développeur freelance et quand j'avais moi-même ma startup. L'idée, c'est de parler de SaaS, de parler de marketplace, de parler de produits en général et même plus globalement de comment créer une startup qui trouve son marché et qui fonctionne. En parlant de startup, Oussama il en connaît quand même un rayon. Il a accompagné des startups comme Payfit, Algolia, Fempo et des centaines d'autres. Comment il a fait ça? Eh bien tout simplement avec son incubateur et accélérateur The Family. The Family, c'était tout simplement l'incubateur numéro 1 de start-up en France et de très très loin. Malgré ça, il y a quelques mois, The Family a été placé en liquidation judiciaire. Alors bon, beaucoup mettent ça sur le dos d'Oussama en l'accusant d'avoir volé 3 millions d'euros. Bon, certes, ça peut contribuer à la faillite d'une boîte, mais étonnamment, c'est pas l'avis de Jean de la Roche-Brochard. Jean de la Roche-Brochard, c'était un des associés de The Family jusqu'à 2015 et aujourd'hui, c'est tout simplement le bras droit de Xavier Niel avec son fonds d'investissement Kima Ventures. Il a publié un article de blog où il explique que selon lui, The Family n'avait en réalité jamais atteint son product market fit. C'est donc tout le sujet de cet épisode numéro 1 de la quête. On va voir qu'est-ce que c'est le product market fit, est-ce que The Family l'avait eu et comment tu peux te servir de tout ça pour monter ta startup. Et donc c'est ça le format de cette série de vidéos qui s'appelle la quête. On prend une personnalité, une startup connue ou une actualité, on l'associe à une notion startup fondamentale et on va y aller pas à pas pour essayer de faire une sorte de chemin que tu peux suivre si demain tu montes ta startup. On cumule tout ça et on en fait une étude de cas. C'est parti pour ce premier épisode. Alors le product market fit, c'est quoi? C'est tout simplement le truc que recherche tout start-upper qui se lance. Chez les investisseurs, on fait une distinction très claire entre les startups pré-product market fit et les startups post-product market fit. Alors, si on demande à Oussama, c'est ça. Avoir un product market fit, c'est tu vas à une conf, tu dis un truc et t'as une émeute de gens qui trouvent que c'est intéressant, qui veulent travailler avec toi. Si on demande à Marc Andreessen, qui a fait 2-3 trucs dans sa vie, comme investir dans Facebook, Twitter et GitHub, dans la tech, c'est le moment où la demande évolue aussi vite que vous pouvez rajouter de serveurs. L'argent s'accumule sur votre compte en banque, vous embauchez des commerciaux et des équipes support à la clientèle. Alors product market fit, c'est-à-dire que le produit rencontre son marché. Tant que vous n'avez pas ça, vous n'avez rien et ça sert à rien de faire quoi que ce soit d'autre. Mais rien. Alors c'est bien mignon tout ça, ça fait rêver d'avoir ce genre de problème de riche, même si croyez-moi, c'est un vrai problème quand on atteint ce stade. Et plus important, comment atteindre le product market fit? Pour répondre à cette question, il faut déjà se demander de quoi est composée une startup ou même une entreprise d'une manière générale. Finalement c'est assez simple, il y a 3 choses, l'équipe, la solution et le marché. À ton avis, quelle est la chose la plus importante quand tu lances ta startup? J'entends beaucoup de pseudo-coachs ou d'incubateurs me dire oui, le plus important quand on lance ta startup, c'est l'équipe. C'est les personnes qu'on met à l'intérieur. Nous, on croit dans l'humain. Généralement, après, ils me parlent de leur séminaire RSE et puis ils me demandent si je veux intervenir. On va mettre nos égos de côté, ça va être dur, mais on va prendre 2 équipes sur 2 marchés différents avec 2 produits différents. Équipe 1, produit 1, marché 1. Pour l'équipe, vous prenez les meilleurs experts de la planète. Elon Musk, votre expert produit favori, moi, et surtout les influenceurs dropshipping que j'embrasse. Ils se rendent compte que les gens ont les cheveux secs. Alors du coup, puisqu'ils viennent tous d'école de commerce, ils s'empressent de faire un questionnaire où ils apprennent que les gens sont tous prêts à payer 10 € pour résoudre ce problème. Vient alors la solution, évidente, on va faire une crème hydratante pour les cheveux. Maintenant, équipe 2, produit 2, marché 2. C'est une équipe de débiles. Vraiment, ils ressemblent à rien, ils sont pas beaux, ils sentent pas bon, ils savent pas lire et écrire, ils savent à peine parler, mais
on arrive dans un monde où le réchauffement climatique fait rage. Et désormais, quand on sort dans la rue, on a une chance sur 2 d'avoir les cheveux qui prennent feu. Solution, ils décident de souffler sur les cheveux des gens qui le souhaitent et qui ont leurs cheveux en feu pour la modique somme de 100 €. Et me demandez pas comment eux, ils ont pas leurs cheveux qui prennent feu, ils sont chauves et ils ont des casques. Voilà. Donc le marché, c'est ça, c'est ces personnes-là qui ont leurs cheveux en feu. Ça représente pas 20% de la population mondiale, c'est beaucoup moins, parce qu'en fait, il y en a plein qui restent chez eux, etc. C'est une fraction, un 10 millième, un 100 millième, un millionième de la population mondiale. À votre avis, qui va gagner? C'est évidemment l'équipe de débiles. Et là, on touche du doigt une des erreurs fondamentales que je vois chez des entrepreneurs qui se lancent. C'est la différence entre vendre des vitamines et des médicaments. Une vitamine, c'est quoi? C'est quelque chose où on se dit bon, ça serait bien, ça serait un plus, où on est dans le mieux vaut prévenir que guérir. Donc c'est clairement la solution 1. Une crème hydratante, bon bah c'est sympa, mais je vais pas en mourir si je l'ai pas. Sur la solution 2, on est clairement dans le médicament. Là, je suis en train de mourir, mes cheveux prennent feu. J'ai un vrai problème, j'ai besoin d'un médicament et pas juste de vitamines. Ça veut dire que si tu parles à tes premiers utilisateurs potentiels et que tu as détecté un problème qui te semble réel et qu'ils te disent qu'ils n'ont jamais essayé de solution pour le résoudre, que effectivement ça serait bien d'avoir une solution à ce problème mais qu'ils attendent de voir, stop, t'es dans la vitamine, faut que tu passes à un autre problème. Garde toujours en tête cette métaphore entre vitamines et médicaments quand tu lances ta startup et garde en tête que ton problème doit être dur, douloureux, urgent et réel. Comment on trouve son product market fit? Pour ça, il faut résoudre une équation à 3 inconnus. Qu'est-ce que je vends? Comment je le vends? Et à qui je le vends? 3 inconnus, c'est beaucoup trop. Donc à ton avis, laquelle on doit résoudre tout de suite? Et ben c'est évidemment la cible. Parce qu'on peut se dire qu'on est dans le monde de la tech, mais tout part de l'humain. La tech ne sert qu'à résoudre des problèmes de vrais gens dans la vraie vie. Donc commence pas, et particulièrement si t'as un profil ingénieur, à créer un produit en te disant je vais trouver ma cible après. Ça n'existe pas. Tu dois absolument partir de ta cible et de ses besoins. Si tu as un profil école de commerce, commence pas non plus à faire des questionnaires ou je ne sais quelle connerie. Tu dois trouver des problèmes fondamentaux, presque inavouables, douloureux au point que ça les réveille la nuit, et c'est pas quelque chose que tu vas détecter à travers un questionnaire. Si c'était le cas, les psys s'emmerderaient pas à faire des séances en face-to-face avec les gens, ils enverraient des questionnaires. Donc au début, tu vas aller voir tes utilisateurs dans la vraie vie. Dans le cas de The Family, c'était principalement des entrepreneurs ambitieux qui avaient envie de croître le plus rapidement possible, mais qui se retrouvaient un peu perdus, qui galéraient à avoir accès à du mentorat, à de la formation, à des financeurs, puisqu'en 2013, l'écosystème n'était quand même pas le même. Donc ça, quand t'es start-upper, c'est bien un problème dur. Tu te réveilles au milieu de la nuit et tu dis ok, comment je peux aller plus vite, comment je peux faire croître ma boîte, est-ce que je me trompe pas dans ma stratégie? Bref, c'est un vrai problème. Il nous reste maintenant 2 inconnus à résoudre. Ton avis, laquelle choisir? Eh bien c'est le qu'est-ce que je vends? Ça veut dire être capable d'expliquer aux gens et surtout à ta cible ce que tu proposes comme solution et pourquoi c'est fait pour eux. Ça paraît évident, mais c'est loin d'être le cas. Prenons Drakkar. Au début, on disait, du coup, nous, on n'est pas vraiment une agence, on fait du développement quand même, mais en fait, on met un cadre agile, on va innover, tout, bref, incompréhensible. Maintenant, on dit, t'es entrepreneur, t'as envie d'aller sur un nouveau marché avec une solution tech, t'as pas forcément des compétences tech, et donc t'es un peu perdu sur par où commencer et sur quelle et comment constituer ton équipe. Et nous, plutôt que se positionner en prestataire web, où en gros, va falloir que tu te débrouilles, tu feras ton cahier des charges toi-même, etc., puis après on exécutera de manière stupide. Maintenant on dit qu'on a un product studio, c'est-à-dire que certes on fait des SaaS et des marketplaces exceptionnels, que ce soit en app mobile ou web, mais bien au-delà de ça, on se responsabilise sur la réussite business des entrepreneurs qu'on accompagne. C'est pour ça qu'on prend la stature d'associé, qu'on va se challenger avec les entrepreneurs et qu'on va ensemble, pas à pas, avec notre méthodologie, avec toute l'équipe qu'on met à disposition, partir à la conquête de leur marché. Cette explication qui est censé convaincre ta cible que tu es la bonne personne avec la bonne solution pour répondre à leurs problèmes, c'est ta proposition de valeur. Alors une connerie que j'entends beaucoup, c'est un enfant de 4 ans doit être capable de comprendre ta proposition de valeur. C'est une énorme connerie. Enfin, sauf si ta cible, c'est les enfants de 4 ans. Coucou Polanski. C'est ta cible qui doit comprendre ta proposition de valeur, pas le reste du monde. Et en réalité, il te faut 2 propositions de valeur. Une proposition de valeur spécifique à ta cible et une un peu plus généraliste que tes partenaires pourront comprendre. Mais pas forcément un enfant de 4 ans. Chez The Family,
la proposition de valeur est plutôt simple et assez innovante pour l'époque. En échange de 1 à 5% de prise de participation dans ta boîte, tu as accès à un réseau de mentors, à un lieu quand tu veux, des financeurs, bref, tout ce dont tu as besoin pour faire décoller ta startup. Ta proposition de valeur, elle va clairement pas se trouver en 30 secondes, ni même forcément en quelques semaines. Elle va se trouver en discutant avec tes utilisateurs potentiels et en te challengeant beaucoup. Dès que tu expliques ce que tu fais et que les gens ne comprennent pas, ou que tu parles dans des explications d'1 minute 30 ou plus, c'est que tu n'es pas encore capable d'expliquer correctement ce que tu fais. Tu dois trouver quelque chose en moins de 30 secondes qui explique concrètement ce que tu fais. Et si on reprend la proposition de valeur que je t'ai fait tout à l'heure, personnellement, je la trouve toujours trop longue. Donc j'ai pas complètement fini l'exercice. Et c'est pas grave, c'est quelque chose qui se construit au fil du temps, mais ce qui compte, c'est que très vite, la majorité des personnes avec qui tu échanges, qui font partie de ta cible, comprennent ce que tu fais. Donc, dans notre équation du Product Market Fit, on a résolu 2 inconnus. On a trouvé une cible précise avec des besoins durs. Donc, c'est chouette de savoir expliquer ce qu'on fait, mais si la cible ne sait pas qu'on existe, si on n'a pas de canal d'acquisition entre les deux, et ben ça marche pas. Et c'est pour ça que c'est notre 3e inconnu de l'équation du Product Market Fit. Quand tu te lances, tu as envie d'aller vite. Donc sur la partie canaux d'acquisition, potentiellement tu te dis autant les multiplier. Tu fais des réseaux sociaux, de la pub, du cold emailing, du networking et j'en passe. C'est pas évident, mais ma recommandation quand tu te lances, c'est de commencer par un canal d'acquisition. Et la règle, c'est d'avoir du feedback le plus immédiat possible. Si tu commences à essayer de faire des tunnels d'acquisition en 28 étapes, même en 4, c'est déjà trop, c'est que tu es en train de te prendre la tête. Ça doit être simple. Une fois que tu as une idée de tout ça, et théoriquement, il te faut que quelques jours, tu lances ton MVP. Viens pas me faire un business plan ou je sais pas quelle connerie, tu le lances. Pourquoi ? Parce que tu as 4 hypothèses. Premièrement, ta cible, ça se trouve, elle n'existe pas, ou alors il n'y a vraiment pas assez de monde. Deuxième, ton problème. Ça se trouve, en réalité, les gens n'ont pas vraiment les cheveux en feu. Troisième, ta solution. Finalement, contre toute attente, c'est pas une si bonne idée que ça de leur souffler sur les cheveux. Quatrième, ton canal d'acquisition. Ça se trouve, il suffit pas de te balader dans la rue pour aller choper des gens qui sont intéressés par ta solution. T'as probablement envie de squeezer cette étape du prototype en disant « je connais ma cible et elle a des besoins spécifiques et donc il faut que je fasse une grosse solution pour bien répondre à ça ». Bien répondre à ses problèmes parce que sinon elle achètera pas. Non. Si faut faire une solution si complexe que tu ne le dis, c'est que tu cibles pas le bon problème et donc tu retournes à la case départ. Il faut absolument que tu fasses un MVP parce que tu as déjà 4 hypothèses et c'est déjà beaucoup trop. Donc tout de suite, tu lances en quelques jours ton prototype et tu le confrontes à ta cible via ton canal d'acquisition que tu as trouvé. Si je reprends The Family, au début c'était juste Oussama, Alice et Nicolas qui allaient te donner des conseils. Rien de plus, basta. C'était ça le MVP. Et ça faisait le job. Pourquoi ? Parce que les entrepreneurs avaient un problème tellement important qu'il n'y avait pas besoin de plus. Ils avaient des personnes pour les guider dans cette quête à la croissance et au fameux Product Market Fit. Quand on a lancé The Family, la première semaine, on a eu 300 applies. Il y avait Alice, moi et Nicolas dans un appart où, en clair, je crois qu'il n'y avait même pas de meubles et le chauffage ne marchait pas. Il faisait super froid en mars. Et les mecs venaient, quand ils pitchaient, tu sais, il y avait leur buée qui faisait des trucs comme ça. Et leur vapeur. Et ça, c'est le Product Market Fit. Mais pour commencer, te prends pas trop la tête. Faut aller vite. Garde juste en tête 2 choses. La première, c'est de faire très attention aux Vanity Metrics. C'est quoi les Vanity Metrics ? C'est les indicateurs de mesure qui te font du bien à l'ego, mais qui n'apportent pas grand-chose à ton business. Par exemple, le nombre d'utilisateurs. Se dire j'ai 1000 utilisateurs, ça ne sert à rien. Ce qui va nous intéresser, c'est la croissance, combien j'en ai ce mois-ci par rapport au mois d'avant, et c'est surtout la rétention. Est-ce que ces utilisateurs-là reviennent, voire même parlent de moi à des clients, à des personnes de leur entourage, et surtout payent pour mes services. C'est ce genre de choses qui va t'intéresser réellement. Et donc ce que tu dois faire à tout prix avant de lancer ton MVP auprès de ta cible, c'est de te dire comment je valide que oui ou non, cette hypothèse est valide ou pas. Par exemple, si on essaye de valider le fait que oui ou non, il y a un vrai problème, on peut tout simplement regarder le fait que quand je parle de ce problème à ma cible, est-ce qu'ils sont capables de m'en parler pendant des heures ou est-ce qu'ils m'en parlent rapidement ? Si je prends la solution, bah c'est assez simple. Est-ce qu'ils payent et à quelle vitesse ? Est-ce qu'il me faut 30 minutes pour les convaincre de payer ou est-ce que faut que je relance plein de fois pour un service qui coûte 30 €? C'est pas grave si t'as pas d'objectif au départ précis, chiffré sur ce que tu vas atteindre, mais il faut que tu aies des thématiques. Te dire, ok, sur la partie
cible, je vais regarder ça et ça. Sur la partie solution, ça et ça. Hello, c'est le mois du futur, c'est les joies du montage, on n'est pas le même jour chez moi. A priori, si on prend la pyramide du Product Market Fit de Dan Olsen, qui est une des plus connues, The Family cochait toutes les cases. Mais il y a quand même un problème qui persiste, c'est que The Family a été placé en liquidation judiciaire. Si on prend l'article de Jean de la Roche-Brochard, c'est pas si évident, a priori, de dire que The Family avait son Product Market Fit. Donc prenons un autre outil d'analyse. On va utiliser le framework AR. Le framework AR, si tu le connais pas, c'est une sorte d'outil d'analyse qui permet de modéliser tout le cycle de vie d'un client lambda qui arrive sur une nouvelle plateforme. Pourquoi AR? C'est un acronyme de 5 lettres pour acquisition, activation, rétention, revenu et referral. Concrètement, ça veut dire quoi? Prenons le cas de Spotify. Imaginons, vous êtes l'euro propriétaire de Spotify. Comment un utilisateur lambda va franchir tout ce framework AR? Alors déjà, j'arrive, je ne connais pas Spotify. Donc, il y a l'acquisition. Première étape, il faut que j'arrive sur le site de Spotify. Ok, je suis sur le site, je vois que c'est pas mal, ça me plaît. Activation. Il faut que je franchisse la première étape majeure avec le produit. Donc concrètement, je vais me créer un compte et surtout je vais commencer à écouter mes premières musiques. Ensuite, je vais revenir. Rétention. D'un jour à l'autre, je vais écouter des musiques et ça va être sympa. Mais je commence à me rendre compte que la version gratuite de Spotify est quand même assez limitante. J'ai envie de pouvoir cliquer moi-même sur des musiques précises au sein des albums, chose que je ne peux pas faire, et d'autres fonctionnalités premium auxquelles je n'ai pas accès. Qu'est-ce que je fais? Revenu, je paye pour être sur Spotify Premium. La dernière étape, qui est le Graal, c'est le referral. Je vais parler de Spotify à mes amis, à ma famille, et je vais faire en sorte que eux aussi, à leur tour, s'inscrivent sur la plateforme. C'est ça le framework AR. Revenons à The Family. On va faire un exercice qui est particulier, c'est qu'on va prendre le framework AR, mais à l'envers. Dans la vraie vie, ça marche pas, parce qu'on est obligé de rentrer par la première étape, qui est l'acquisition. Mais pourquoi je le prends à l'envers? Parce que on peut pas nier qu'au début, The Family avait toutes les étapes de bon. Il y avait un engouement de malade, des centaines d'applies tous les mois. Personne ne peut dire qu'au début, The Family ne remplissait pas à merveille chacune de ces étapes du framework AR. Mais avec le temps, ça c'est un peu plus compliqué. Et à mon sens, c'est les dernières étapes du framework qu'on fait défaut à The Family et qu'on parasité les étapes du haut. Donc, partons de la dernière étape, le referral. Personnellement, j'ai croisé beaucoup d'entrepreneurs qui étaient quand même très déçus d'avoir donné généralement 5% de leur capital à The Family. Pourquoi? Parce que chacun venait pour aller choper un bout de Oussama ou un bout de l'équipe qui était sur place et pensait que l'équipe allait être relativement proactive sur les conseils qui allaient être donnés à ces entrepreneurs. Dans les faits, c'était pas le cas. C'était assez connu à la fin, il n'y avait pas vraiment de programme, il fallait être proactif, il fallait aller chercher les personnes si besoin, mais donc beaucoup n'allaient chercher personne dans l'équipe de The Family et donc n'avaient pas vraiment de conseils. Donc beaucoup avaient la sensation de donner 5% en échange de pas grand chose. Si on remonte d'un cran, la partie revenu. Alors là, de base, c'est compliqué pour The Family. Enfin, en tout cas pour le modèle de The Family. C'est-à-dire qu'un incubateur de start-up prend des parts d'une boîte en espérant faire un exit, donc revendre ces parts-là de manière favorable dans 5 à 7 ans généralement. Sauf que ça demande de perdre de l'argent pendant potentiellement 5-7 ans. Parce que pendant 5-7 ans, on va devoir financer toutes les équipes aux frais de la princesse. Et donc ça veut dire que c'est vraiment pas évident de générer du cash avec ce modèle-là. The Family avait un très beau portefeuille, a fait des très beaux exits, mais néanmoins ça reste un modèle qui est très tendu et qui n'était pas évident. Surtout que petit à petit, ils ont augmenté leur coût fixe en essayant d'aller à Berlin, d'aller dans d'autres villes d'Europe, qui étaient tout simplement leur projet d'expansion. Donc on voit que le modèle en lui-même devait être très difficile à soutenir pour The Family. Maintenant passons à la rétention. The Family n'ayant pas de programme, c'était pas évident pour eux de maintenir l'engagement des startups au fil du temps. Et donc petit à petit, on avait des startups qui s'éloignaient complètement de l'écosystème. Passons maintenant à l'étape du dessus, qui est l'activation. De plus en plus de startups rentraient au fur et à mesure. Et donc pour beaucoup de startups, je pense que dès le départ, c'était pas évident de franchir cette première étape d'activation où on comprend toute la valeur de The Family. Je pense que beaucoup étaient lâchés dans la nature et donc étaient finalement déçus presque dès le jour 1 de l'expérience The Family. Prenons maintenant l'acquisition. On avait The Family qui avait des gros projets d'extension, mais pour autant, tout le monde commençait à connaître tous les problèmes qu'on a décrits ci-dessous. Et donc potentiellement, ce flux d'acquisition ne suffisait pas à maintenir l'activité suffisante pour The Family dans chacune de ces étapes. Donc, si on revient à notre question initiale, est-ce que The Family avait son product market fit? Oui.
Si on revient à une autre question fondamentale qui est est-ce que The Family a coulé à cause d'Oussama? Pas vraiment. Il y a eu certes cette rupture entre associés qui a définitivement créé la chute de The Family, mais on voit que bien avant, il y avait des problèmes dans le modèle qui dépassaient complètement Oussama. Donc, c'est dommage, parce qu'à mon sens, on était à deux doigts d'avoir vraiment une énorme pépite européenne, voire mondiale, parce que faut quand même se le dire, The Family en 2013, c'était les premiers à ramener des notions telles que le Product Market Fit, c'était le premier à ramener des notions de la Silicon Valley en France, et ils avaient une avance considérable. C'était une marque incroyable, tout le monde connaissait. Moi le premier, je me souviens très bien regarder toutes les vidéos de The Family, je me souviens de la hype qu'il y avait autour de cet écosystème et ils ont fait énormément de bien à l'écosystème français qui était, et d'ailleurs qui est toujours, malade. Avant, pour entreprendre, on prenait de faire des business plans, des études de marché à rallonge, etc. Et The Family est arrivé et a cassé tout ça. Comme le dit Oussama, Ils peuvent tous raconter ce qu'ils veulent sur ce que j'ai fait. Ils peuvent effacer mes vidéos. Ils peuvent essayer de faire croire que rien de ce que j'ai fait n'avait de sens et d'impact. Mais j'ai personnellement changé la vie de beaucoup de gens dans cet écosystème. Et si cet écosystème fait semblant de pas s'en souvenir et essaye de mettre mon impact sur une espèce de storyline qui est « ce n'est que du marketing et machin », bah je vous regarde faire du marketing, les gars. D'ailleurs, je remarque que je suis resté silencieux 6 mois dans cet écosystème. Pendant ces 6 mois, je n'ai vu aucune initiative d'accompagnement de start-up qui est à 1% de ce que j'avais fait. Et je dis ça en toute modestie. Je veux dire, tous ces gens-là qui étaient là à passer leur journée à critiquer, à dire « Ah, nanana », et là, ils ont une chance incroyable, ils ont un marché à prendre, ils ont une opportunité, ils ont un souffle d'air, il y a The Family qui explose en vol. Ils sont où les remplaçants de The Family? Où? Je veux dire, ils ont eu tout leur temps pour montrer leurs résultats, ils ont tout leur temps pour le faire, et ils sont nulle part. Donc, 10 ans de vie, 3 millions, c'est quand même pas grand-chose par rapport à tout ce que j'ai créé. donc moi je remercie profondément The Family pour tout ce qu'ils ont fait sur l'écosystème et je pense qu'il y a tout un travail qui reste à faire sur toutes ces notions-là qui sont clés. Et donc avec cette chaîne et notamment cette série, j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice. Je pense que ce qui énerve tout le monde, c'est effectivement les histoires faramineuses de Oussama. Mais ça n'a rien de nouveau. C'est juste TikTok qui l'a accéléré. Cette histoire des Yakuza qui a fait le tour de TikTok, elle existe depuis très longtemps. Oussama l'a déjà raconté il y a très longtemps. La question que ça pose, c'est pourquoi il le fait. Moi, je pense qu'il le fait pas forcément pour lui, mais je pense qu'il le fait pour rendre service à ses histoires. Je pourrais parler simplement de Product Market Fit, de manière théorique, mais ma vidéo serait chiante à mourir. Pourquoi j'utilise Oussama et The Family? Parce que ça me permet de rendre concret mon histoire et ça me permet de créer quelque chose de mémorable. Et c'est ce que Oussama fait constamment à travers ses histoires lunaires. La question que ça soulève, c'est est-ce que la fin justifie les moyens? Et moi, je pense que oui. Donc c'est la fin de cette première vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. C'est un gros investissement pour moi de temps et d'argent, cette chaîne. Je suis preneur de tout feedback dans les commentaires. Partage-la aux entrepreneurs de ton réseau que tu connais. Et surtout, abonne-toi et like cette vidéo pour ne pas rater les prochaines. À très vite.